Marine Le Pen, invitée cette semaine de Preuve par Trois, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Le climat politique vous profite, dit-on. À la crise économique et sociale s'ajoute la crise morale. Mais attention, vous n'êtes pas la seule à vouloir remporter la mise, Marine Le Pen. Toutes les questions vous seront donc posées lors de cette émission. Preuve par Trois, en partenariat avec l'agence France Presse, représentée ce soir dans un instant par Andrea Bomino, en partenariat également avec Dailymotion, qui permet aux téléspectateurs de vous interpeller. Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindra comme chaque semaine à la fin de cette émission. Les mots sont forts du côté de l'exécutif. Sévérité, mesures draconiennes, lutte contre la fraude fiscale, transparence des patrimoines. Est-ce que vous croyez au plan de lutte pour la moralisation de la vie politique? C'est-à-dire que je pense que la multiplication de ces annonces cherche en réalité à éteindre le feu. Voilà, le feu qui n'a peut-être pas terminé de brûler d'ailleurs en l'occurrence. Parce que il semblerait qu'un certain nombre de journaux se fassent la course à échalote pour créer une espèce de feuilleton où chaque jour apporterait son lot de révélations. Parce que surtout, il y a des grosses affaires qui sont actuellement à l'instruction quand même, et qui touchent le monde politique. Je pense à l'affaire de Karachi, je pense à l'affaire libyenne et d'autres. Et par conséquent, mais ça n'est qu'une longue suite. Enfin, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui. L'affaire Cahuzac n'est pas un élément, une anecdote dans la vie politique française. La Ve République a été frappée par une suite ininterrompue de scandales, une suite ininterrompue d'affaires, plus ou moins graves, mais qui, il faut bien le dire, ont arrosé l'UMP et le PS de manière à peu près égale. Donc ce choc de moralisation qui est annoncé par le chef de l'État, par le Premier ministre, ne vous fera pas renoncer à votre demande de dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple? Écoutez, je vois le Premier ministre... Cette démission même du gouvernement? Non mais le Premier ministre organise une réunion pour parler de la moralisation de la vie politique, d'accord ? Il invite les présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Il a bien choisi précisément les présidents de groupe pour éviter quoi? Pour éviter d'inviter le Front National. Ça pose quand même un problème. Comment veut-on parler de moralisation si déjà au départ on n'a pas la morale élémentaire de respecter les 20% de Français qui ont voté pour le Front National à l'élection présidentielle? Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez au chef du gouvernement? Je demande la moindre des choses, c'est de montrer que les choses ont changé. Parce que le simple fait de se réunir, de faire de l'entre-soi, comme ils sont en train de le faire dans le cadre de ce débat sur la moralisation, démontre que rien n'a changé. Et s'il fallait une preuve que rien ne changera, eh bien, elle est apportée par Jean-Marc Ayrault avec cette décision que je trouve absolument inouïe. Publier son patrimoine, vous êtes pour ou contre, vous? Oui, non, mais je ne suis pas contre, je l'ai fait d'ailleurs pendant l'élection présidentielle. Mais le fait de publier son patrimoine n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une comparaison entre le patrimoine au moment où vous accédez à votre mandat et le patrimoine lorsque vous quittez votre mandat ou lorsque vous réclamez ça, on une pourra nouvelle le vérifier, élection. Puisque les patrimoines, maintenant, ce sera public, ce sera sur la table. Donc ça n'est absolument pas contestable. Mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et urgentes à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui est le plus prioritaire, alors, Le plus prioritaire, c'est de mettre en place ce que j'avais proposé dans le cadre de mon projet présidentiel, à savoir la mise en œuvre d'une commission d'enquête, dont les membres seraient désignés par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, dont l'objectif serait d'opérer une enquête préalable avant toute nomination à des postes d'importance dans la République et évidemment avant toute nomination de ministre. Dans le but de quoi? De faire une analyse du parcours professionnel, de voir s'il existe des conflits d'intérêts qui rendraient critiquable l'exercice politique de cette personnalité à la place à laquelle on envisage de le mettre. Les conflits d'intérêts, vous êtes avocate. Oui. Est-ce qu'il faut interdire, vous l'étiez, est-ce qu'il faut interdire à un parlementaire de demeurer avocat et a fortiori de le devenir durant son mandat? Non, je ne le crois pas. Là, on touche vraiment au conflit d'intérêts. Mais pourquoi? Souvent, mais vous le savez bien. Enfin, écoutez, il y a eu des faire temps... jouer son carnet d'adresses parlementaires... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Que les avocats puissent devenir députés n'a rien de critiquable. Ils sont d'ailleurs soumis à un certain nombre d'interdictions. Ils ne peuvent pas plaider, par exemple, dans les affaires de droit de la presse, lorsqu'ils
sont députés, ils ne peuvent pas plaider contre l'État. Tout ça a été prévu. Ce qui est critiquable, ce sont les députés ou les anciens ministres qui réclament de devenir avocats pour se servir du carnet d'adresses qu'ils se sont constitués lorsqu'ils avaient des responsabilités politiques et pour vendre en quelque sorte leur influence sous la robe. Il faut arrêter ça. Sous la robe d'avocat. Mais ça, c'est le rôle du Conseil de l'ordre. C'est le rôle du barreau de faire le ménage et de refuser ce type de démarche. Et ces gens-là n'ont bien souvent pas de cabinet, ils mettent juste leur nom sur une plaque, ils n'ont pas réellement d'activité professionnelle d'avocat, et ils ont uniquement une activité de trafic en quelque sorte d'influence. Donc c'est au barreau... Trafic d'influence. Oui, on trafique l'influence, on dit ben voilà, je me sers des gens que j'ai connus quand j'étais ministre ou Premier ministre, etc., pour aider à la réalisation de telle ou telle affaire. C'est pas ça dans une démocratie. Mais ça, encore une fois, c'est au Conseil de l'ordre des avocats d'être plus exigeant dans la manière dont il accepte comme ça ne doit pas passer par une nouvelle loi. Non, mais de toute façon, je veux dire, vous ferez toutes les lois que vous voulez. Ah ben là, ce serait une application concrète. Mais non, mais vous voyez bien que, regardez, dans toutes les lois qui ont été proposées, laquelle aurait empêché l'affaire Cahuzac? Aucune. Aucune. Bon, parce qu'il y a aussi la morale... Il n'y a pas de loi contre le mensonge. Ben voilà, il y a aussi la morale des hommes. Bon, il y a aussi le sentiment d'impunité qui est un peu celui, il faut bien le dire, de la classe politique française, où on a le sentiment que de toute façon rien ne peut arriver et que par conséquent on peut continuer. Il y a le problème des contrôles. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, les journalistes pourraient poser la question à tous les députés, combien de députés ont eu un contrôle fiscal dans leur vie ? C'est intéressant de savoir ça. Par exemple, M. Cahuzac n'en a pas eu, par exemple. Pas une seule fois. Dans toute sa carrière, il n'a eu de contrôle fiscal. Ah bon, il vous l'a dit, vous êtes informé? Non, mais j'en suis absolument convaincu. Vous connaissez son avocat? Non, mais j'en suis... Marine Le Pen, attendez. J'en suis absolument convaincu. Ah bon, non, mais attendez. Alors que, par exemple, je vous donne un exemple, mais Jean-Marie Le Pen, il en a eu 17. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrôle fiscal est utilisé depuis des années, non pas pour contrôler en réalité l'activité fiscale des responsables éventuellement politiques ou des élus, entre autres, comme n'importe quel autre d'ailleurs, français, mais il est utilisé comme une arme politique contre les adversaires. Bon, là aussi, c'est une dérive. Incontestablement, c'est une dérive. Est-ce que la lutte contre l'évasion fiscale est pour vous également une autre des priorités? Mais c'est une priorité comme la lutte contre toutes les fraudes. Placements occultes à l'étranger des Français. Mais contre toutes les fraudes, comme la fraude sociale, il y a un moyen très simple. Je vous parle de l'évasion fiscale. Écoutez, il y a un moyen très simple. Qui coûte des milliards d'euros, 35 milliards d'euros à la France. Mais il y a un moyen très simple, c'est de mettre en place les mêmes conditions qui existent, par exemple, aux États-Unis, qui ont été mises en œuvre par le gouvernement américain, à savoir que dans le cadre d'accords, on dit, écoutez, tous ceux qui en réalité vont dans un autre pays pour payer moins d'impôts seront quand même tenus de payer la différence au pays dont ils ont la nationalité. Vous reconnaissez aujourd'hui qu'ouvrir un compte à l'étranger n'est pas anodin? Mais ouvrir un compte à l'étranger est totalement anodin. C'est là que je ne comprends plus. Monsieur, ouvrir un compte à l'étranger est anodin si vous déclarez les sommes qui y sont à votre administration fiscale. C'est rare. Surtout quand on s'installe en Suisse ou au Luxembourg. Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais ça n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des activités à l'international, qui ont des comptes à l'étranger et qui déclarent ces comptes à l'étranger à l'administration fiscale française. On ne peut pas non plus créer un procès d'intention parce que, alors là, sinon, on tombe dans quelque chose, à mon avis, pour le coup, également de critiquable. Bon, il y a un autre problème sur la moralisation de la vie politique, c'est que le meilleur contrôle qui est à effectuer, c'est celui de l'opposition. Le problème de la vie politique française, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. En réalité, ces deux partis que sont l'UMP et le PS ont tellement gouverné ensemble pendant longtemps. Un coup c'est toi, un coup c'est moi qui est dans l'opposition, un coup c'est toi, un coup c'est moi qui suis dans la majorité. Est-ce que le contrôle est vraiment effectué? Moi, je me rends bien compte que dans les conseils régionaux, le fait d'avoir une opposition extrêmement efficace et même parfois féroce oblige l'exécutif à faire particulièrement attention à ce qu'il fait. Et les habitudes qu'on prend avec le temps, de ne pas tout à fait respecter les procédures, etc., eh bien, quand on a une opposition digne de ce nom, eh bien, ces procédés s'arrêtent. Alors, un bon moyen de moraliser aussi la vie publique, c'est de permettre que l'ensemble des Français soient représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça n'a quand même rien d'extraordinaire dans une démocratie. Il y a quand même deux éléments qui ont jeté un trouble, Marine Le Pen. Notamment, je citais l'avocat Philippe Pénin, qui est un de vos proche du Front National, qui a ouvert le compte de Jérôme Cahuzac en Suisse, en 1980. Et il ne vous en avait pas parlé.
Non mais, excusez-moi, non, je... Il n'aurait pas dû le faire à partir du moment où il y avait eu, par exemple, il n'aurait pas dû le faire à la justice, s'exprimer, à partir du moment où une information judiciaire et qu'une enquête préliminaire avait été déclenchée. Dites-moi, vous connaissez ce que c'est, le secret professionnel? Oui, bien sûr, voilà. mais l'action de la justice, on connaît aussi, non, mais monsieur, quand il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Non mais monsieur, permettez-moi. Il est avocat, il est couvert par le secret, il est obligé, même soumis d'ailleurs, au secret professionnel. Qu'est-ce que ça... Mais en quoi? Ce que je ne comprends pas, à part essayer rien que de citer mon nom dans une affaire dans laquelle je ne suis strictement pour rien, ni de près ni de loin, en quoi a servi cette soi-disant révélation effectuée de la part du Monde, dont on sait que c'est un journal qui est un peu spécialisé des manipulations politiques, lorsque ça l'arrange d'ailleurs. En quoi ça a apporté quelque chose au débat? À part qu'on apprenne que M. Cahuzac avait des amitiés qui manifestement allaient bien au-delà de ses idées politiques. Ah bon? C'est ça la grande question? C'était l'une des questions. Ah bon, mais sauf que moi, je ne l'ai pas nommé, M. Cahuzac. Marine Le Pen, je voulais vous interroger. Non, mais c'est trop facile, ça. Vous mettez en cause, parce que quelque part, c'est une mise en cause de ma probité. Alors moi, je tiens beaucoup à ma probité, voyez-vous. Bon, et à ma réputation. Et par conséquent, je vous rappelle que, et si je l'avais su, qu'est-ce que j'aurais dû faire, monsieur? Faire une conférence de presse pour dire, monsieur Cahuzac a un compte, un ami me l'a dit? Mais j'aurais été immédiatement frappé par l'opprobre généralisé de la classe politique, qui m'aurait d'ailleurs appliqué la jurisprudence Luc Ferry. Quand M. Ferry a dit « mais moi j'ai su qu'un ministre avait eu des relations sexuelles avec des enfants au Maroc », mais qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? On lui a dit « mais comment? Les preuves, etc. etc. » Ça n'est pas notre travail. Bon, donc... Alors vous avez cité Le Monde qui a publié récemment, vous avez peut-être regardé ça avec intérêt, toutes les données de l'Offshore Leaks. Aujourd'hui, ce journal, qui semble détenir 130 noms de Français ayant des comptes à l'étranger, doit-il publier cette liste et doit-il donner cette liste à l'administration fiscale, comme le demande Bernard Cazeneuve? Qu'est-ce que vous pensez de cette demande? Je pense qu'il serait plus logique qu'il le donne à l'administration fiscale. D'accord. Bon, à mon sens, parce que... Donc il doit le faire. Ben oui, ne serait-ce que parce que l'administration fiscale va ainsi pouvoir déterminer qui est éventuellement coupable et qui ne l'est pas. Parce que la publication brute des noms, sans même que d'ailleurs les gens qui soient sur cette liste, que probablement les Français ne connaissent pas pour l'immense majorité d'entre eux. Parce que moi, quand je vois Le Monde dire « oui, on a sorti le nom », et pourtant, vous voyez, je ne plaide pas pour ma paroisse, hein, on a sorti le nom de M. Augier parce qu'il avait du sens. Ah bon, donc c'est Le Monde qui détermine les noms qui ont du sens ou qui n'ont pas de sens. Donc, bon, on n'est quand même pas très loin de la manipulation politique. Là. Donc il faut être prudent et je pense qu'il faut qu'ils transmettent à ce moment-là les noms à la justice. Autre interrogation. Il me semblait que moi, dans la charte de déontologie des journalistes, il y avait marqué que le journaliste ne doit pas ni se prendre pour un policier ni pour un juge. Il me semble. Hein, Vous prenez l'inéligibilité à vie des élus qui ont été condamnés dans les affaires, c'est bien ça? Donc, qui ont été condamnés dans l'exercice ou à l'occasion ou grâce à leur mandat. Alors pourquoi est-ce que vous avez rencontré Gaston Floss en Polynésie? Vous ignoriez à ce moment-là qu'il avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption? Mais je sais pertinemment qu'il a été condamné. Sauf que monsieur, moi on n'a pas beaucoup de choix en Polynésie. Il y a en gros 2 candidats qui semblent être au second tour, enfin... prévoir d'être au second tour. Il y a M. Floss condamné d'un côté, et c'est vraiment pas ma tasse de thé, si vous voyez ce que je veux dire, hein, un grand ami d'ailleurs de Jacques Chirac, et de l'autre côté, un indépendantiste. Alors, eh bien, moi, j'assume mes responsabilités, et j'ai dit, comme un certain nombre d'autres, hein, en me pinçant le nez, j'ai dit le diable avec des cornes, à partir du moment où il s'oppose à un indépendantiste qui vise à éloigner définitivement la Polynésie des bras de la République française, eh bien, je préfère le diable avec des cornes. Est-ce que vous êtes en compétition, au moins pour les formules, avec Jean-Luc Mélenchon? Vous avez entendu purification, coup de balai. Est-ce que vous allez finir par lui réclamer des droits d'auteur? Non, parce que je n'utilise jamais ces termes-là, jamais les termes de la violence de M. Mélenchon. Je n'ai pas l'habitude de puiser mon vocabulaire dans le bestiaire dans lequel systématiquement M. Mélenchon puise les siennes. Hein. J'ai eu droit, moi, vous me direz...
je m'améliore. Je suis passé de la campagne présidentielle de chacal à caniche. J'ai Vous entendu voyez, donc semi-démente aussi, j'ai entendu. oui, mais ça c'était rien. Bon, mais en termes dans le vocabulaire bestiaire, je suis passé de chacal à caniche. Donc je vois qu'il y a quand même une amélioration. Et puis encore une fois, il y a un problème de sincérité. Je veux dire, quid de quelqu'un qui a quand même passé 30 ans au PS, quoi, et qui aujourd'hui cherche à faire oublier ce passé-là et cherche à se dédouaner de la responsabilité d'un parti qui a quand même, lui aussi, accumulé un certain nombre de critiques. Ouais, à propos de vocabulaire, quand vous entendez le patron des députés UMP, Christian Jacob, qualifier le Premier ministre et Harlem Désir de repris de justice, est-ce que vous estimez qu'il s'aventure sur des terres dangereuses? Non, c'est vrai. Non. C'est vrai. Voilà des gens quand même qui sont en train... je suis désolé, moi. Enfin, écoutez, c'est quand même étonnant. Moi, on vient me demander de me justifier sur quelque chose dont je suis absolument pas coupable, d'un de mes amis qui aurait, quand je le connaissais pas, il y a 25 ans, ouvert un compte à son client, M. Cahuzac. Et en revanche, quelqu'un qui a été condamné il y a 15 ans, mais qui est Premier ministre, quelqu'un qui est à la tête du Parti Socialiste, qui a été condamné 2 fois, récidiviste quand même, à ceux-là, on ne pourrait pas leur rappeler leur condamnation. J'aimerais savoir pourquoi. Alors, la situation actuelle peut-elle être comparée aux années 30, qui a vu la montée des populismes? La question revient beaucoup avant d'accueillir... Elle revient où? Dans la bouche de qui? Dans les débats qui vous intéressent au premier plan, évidemment. Non, elle revient dans la bouche de mes adversaires politiques de gauche, qui en règle générale, si vous voulez, quand ils ne savent plus quoi dire, on arrive immédiatement soit aux années 30, manière générale aux années 30. Alors, c'est la réduction ad Hitlerum en général. Alors, avant d'accueillir Andrea Bambino de l'AFP, on va quand même voir quelle est la réalité, l'intérêt de cette interrogation avec ce parallèle historique qui est dressé pour nous par Alexandra Colino. Une crise monétaire, des krachs boursiers, la montée du chômage, les scandales politiques, les images des années 30 ressemblent à celles d'aujourd'hui, comme si l'histoire bégayait. Dans les années 30, on était, en France et ailleurs, encore dans le cadre d'un capitalisme national. Aujourd'hui, l'économie est totalement mondialisée, fonctionne en temps réel, ça n'est évidemment pas les mêmes contraintes. Les gouvernements qui continuent à gérer les choses à l'échelle nationale sont hors de situation d'influer sur des mouvements qui passent les frontières, qui sont mondiaux et que aucun État, sauf s'il est de très grande taille comme les États-Unis, n'est en mesure d'infléchir. Et par conséquent, ça conduit évidemment à l'idée que les gouvernements sont impuissants. Il faut un grand coup de balai. La question serait donc là, face à un système à bout de souffle, la tentation des extrêmes est-elle réelle? Ça peut mener à un vote aux extrêmes. Ça peut mener, ce qui n'est pas moins grave, à une sorte de désintérêt du politique, à une dérision du politique. Le problème de la dérision me semble quelque chose d'extrêmement grave, même si ça fait beaucoup rire les gens, n'est-ce pas, parce qu'il remet en cause, au fond, l'attachement des citoyens à la démocratie et l'attente qu'ils ont de solutions politiques aux problèmes qu'ils connaissent. Selon les derniers sondages, 32% des Français se méfient des politiques, 36% ont du dégoût à leur encontre. Voilà, Andrea Bambino de l'agence France-Presse nous a rejoint pour vous interroger, Marine Le Pen. Sur les années 30, non? Bonsoir. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Justement, quelle différence vous tirez entre aujourd'hui et les années 30 si... Non, mais d'abord, je récuse formellement, et vous le savez pertinemment, puisque vous usez de cette formulation de manière régulière, dans une démarche que je considère là aussi comme une démarche politique, M. Bambino de l'AFP, le terme d'extrême. Voilà. Je récuse formellement ce terme. Ils ne sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, mais ils ont une responsabilité peut-être plus importante que les autres, compte tenu de ce qu'est l'AFP. Voilà, il faut le dire, à un moment donné, il faut dire les choses. Alors Marine Le Pen, pourquoi vous n'êtes pas d'extrême droite? On vous donne l'occasion de nous expliquer pourquoi vous ne seriez pas d'extrême droite. Dites-moi pourquoi serais-je d'extrême droite, tiens? Eh bien, par exemple, la préférence nationale, le fait de prôner des discriminations entre les Français et les étrangers sur le territoire national. Donc il y a beaucoup de gouvernements d'extrême droite, alors dans le monde. Le Maroc est d'extrême droite, la Suisse doit être d'extrême droite,
l'ensemble des pays qui sont très nombreux, qui font une différence entre les droits qu'ils accordent à leurs nationaux et les droits qu'ils accordent aux étrangers, sont d'extrême droite. Il y en a un certain nombre qui vont se retourner honnêtement sur leur siège. Le Front National a été fondé en 1972, notamment par les néofascistes d'ordre nouveau qui sont rassemblés autour de Jean-Marie Le Pen. Monsieur, vous avez mal lu votre ami Monsieur Mestre du Monde, je pense, qui se dit spécialiste de l'extrême droite, qui ne l'est pas, mais enfin il se le dit, puisqu'en l'occurrence, Ordre Nouveau a quitté immédiatement le Front National, justement, et pour une raison simple, monsieur, c'est parce que un jour, Jean-Marie Le Pen a dit, bon, écoutez, tout ça c'est bien gentil, mais nous arriverons au pouvoir par les urnes, nous arriverons au pouvoir par le processus démocratique, et un certain nombre de ceux qui espéraient le grand soir, qui est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de l'extrême gauche, et qui n'entendaient pas respecter les règles de la démocratie, du coup, l'ont quitté. Bon, ça les a menés pour certains assez loin, puisqu'on en a retrouvé certains dans des ministères, dans les gouvernements de M. Sarkozy, oui, des gens d'Occident, d'ordre nouveau. Enfin, faites pas l'étonner, vous savez quand même pertinemment que certains en sont sortis, quand même, de ce type de mouvement. Bon, voilà, nous sommes un mouvement patriote. Nous attachons une importance fondamentale à la nation. Nous considérons que la protection de notre peuple passe par l'existence de frontières, par la maîtrise de ces frontières, que ce soit pour la maîtrise des flux migratoires, la maîtrise éventuellement des flux de capitaux, ce qui éviterait d'ailleurs un certain nombre de problèmes, et la maîtrise des produits qui sont importés, notamment pour éviter la concurrence internationale déloyale. Nous sommes des démocrates. Nous sommes pour un fonctionnement démocratique absolu, puisque, comme vous le savez, nous sommes pour la proportionnelle intégrale et pour le référendum d'initiative populaire. Donc on ne peut pas être plus tenant de la démocratie que ce que nous sommes. Alors la question des frontières est essentielle. Nous réfutons toute action violente, quelle qu'elle soit. Je ne vois pas, encore une fois, ce qui permet de nous positionner à l'extrême droite. Et c'est si vrai, monsieur Bambino, qu'il y a une nomenclature qui est effectuée par le ministère de l'Intérieur, notamment pour les élections. Et là, il y a Parti Socialiste, etc., UMP, Front National, extrême droite. Vous voyez. Alors la question des frontières amène une dernière question pour terminer là-dessus. Vous aviez visiblement très envie de vous défendre sur ce point de l'extrême droite. Vous savez pourquoi, monsieur Bambino? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelques jours, il y a quelques jours, vous avez fait une dépêche AFP en disant des militants d'extrême droite ont brutalisé je ne sais plus qui dans l'affaire du mariage. Et vous voyez, là, je me suis dit, c'est mal ce que vous faites. Parce qu'à force de dire que le Front National est d'extrême droite, et après de parler de militants d'extrême droite dont vous savez pertinemment qu'ils ne sont pas au Front National, vous créez de l'amalgame dans l'esprit de ceux qui vous lisent. Et par conséquent, vous ne participez pas à la saine information à laquelle vous devriez participer. Vous condamnez ce soir sur ce plateau les actions commando de certains opposants. Mais je commande tout ce qui passe par la violence. C'est clair, je l'ai toujours fait. Et le monsieur en question, je l'ai fichu à la porte du Front National. Voilà, merci. Il n'y a aucun doute là-dessus. Marine Le Pen, vous n'hésitez jamais à attaquer les journaux en diffamation quand vous vous sentez bafoué. Pourquoi sur ce terme d'extrême droite, s'il est si choquant, vous n'attaquez pas les journaux en diffamation? Ah, mais parce que, cher monsieur, j'ai fait de nombreux droits de réponse sur ce sujet. J'ai mené une grande bataille judiciaire. Mais la diffamation répond à des conditions extrêmement précises qui ne permettent pas de poursuivre en diffamation sur ce thème d'extrême droite. Voilà. C'est malheureux, mais c'est ainsi. La diffamation, c'est l'atteinte à la considération, à l'honneur, et ça doit faire l'objet d'une preuve. Donc c'est un fait qui doit pouvoir faire l'objet d'une preuve, ce qui n'est pas le cas de ce terme. J'aimerais tellement pouvoir le faire, monsieur Bambino, mais les textes ne me permettent pas de le faire. Vous exprimer sur ce point. Exactement. Alors, on va revenir sur l'Europe, on va parler d'Europe. Vous avez réclamé un référendum sur la fin de l'Union européenne. Cet appel a un peu fait réagir dans la classe politique. Comment vous expliquez ce faible écho pour l'instant? En tout cas, je peux vous dire qu'il y a eu un très fort écho dans les autres pays européens. Voilà. Incontestablement, cette proposition d'un référendum, et d'un référendum que j'aimerais voir organisé dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, car je tiens que les peuples européens se font imposer une Union européenne auquel, en réalité, ils n'ont, pour beaucoup d'entre eux, pas adhéré, eh bien, a fait beaucoup débattre
débattre, a fait beaucoup discuter dans beaucoup de pays européens. Pourquoi il n'y a pas d'écho en France? Mais pour une raison simple, c'est que nous avons l'intégralité de la classe politique qui est européiste. L'intégralité de la classe politique est pour le fait non seulement de rester dans l'Union européenne, mais de rester dans l'Union européenne telle qu'elle existe. Non, évidemment... il y a beaucoup de critiques de droite et de gauche sur le fonctionnement actuel de l'Europe. Oui, bien sûr. Ah oui, des critiques, mais comme ça, puis ça s'arrête là. On critique dans le canapé, en prenant l'apéro, et puis on s'arrête là, en réalité. Parce qu'il n'y a jamais eu rien d'autre que cela. On critique pour faire plaisir au bon peuple, parce que le bon peuple, il commence à se rendre compte que l'Union européenne, il en a soupé, que l'Union européenne, le bilan de l'Union européenne est globalement négatif. Alors, on va sur les plateaux de télévision dire « Oula, l'Europe, il faut une autre Europe, c'est pas bien, il faut changer l'Europe ». Mais moi, je les vois au Parlement européen, les mêmes qui sont sur vos plateaux de télévision et qui, pour faire plaisir au peuple français, critiquent l'Europe. Et ils votent l'intégralité de ce qui constitue la colonne vertébrale d'une Union européenne sauf le budget. Ultra-libérale. Sauf le budget tout récemment. Mais si, écoutez, après c'est des négociations de boutique, mais la colonne vertébrale idéologique de l'Union européenne n'a jamais été remise en cause. Et c'est si vrai, monsieur, que le simple terme de protectionnisme est un gros mot. Vous n'avez pas le droit de parler de protectionnisme dans l'enceinte du Parlement européen. Vous avez immédiatement tous les responsables qui poussent des hauts cris en disant « Mon Dieu, tout sauf le protectionnisme ». Alors ce référendum, imaginons qu'il ait lieu, les Français votent oui, la France sort de l'Union européenne. Quelle certitude vous avez que ça met fin vraiment, véritablement à l'Union européenne si la France en sort? Parce que je crois que l'Union européenne ne peut pas perdurer, persister sans la France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je trouve absolument malheureux que la France ne soit pas capable de défendre ses propres intérêts auprès de l'Union européenne. La France, c'est un pilier de l'UE, c'est vrai, c'est un pilier de l'Europe. Mais on n'est plus dans l'Europe à 6 ou à 12, on est dans l'Europe à 27. Même. Parce que, il reste 26 pays. L'UE peut s'écrouler, mais elle peut aussi ne pas s'écrouler. Vous avez mesuré ce risque dans votre projet? Non, mais je ne crois pas une demi-seconde que l'Union européenne puisse survivre sans la France. D'autant que je pense que beaucoup de peuples européens sont en train de se détourner eux-mêmes de l'Union européenne. Et que par conséquent, ils exigeraient eux-mêmes l'organisation de référendums auxquels un certain nombre de leurs dirigeants seront soit heureux, soit contraints de céder. Vous avez fait d'autres pronostics durant la campagne présidentielle. Vous pronostiquiez la fin de l'euro, l'explosion de l'euro. Oui, elle n'a pas eu lieu. Toujours. Oui, et pourtant, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu dans les 6 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Mais vous aviez vous-même pronostiqué, vous et vos amis et les grands experts et journalistes, que l'Union européenne, ça y est, c'était bon, on avait sauvé l'euro. La Grèce, c'était un exemple, c'était un hasard, c'était une exception. Et puis, il y a eu l'Espagne, et puis il y a eu le Portugal, et puis il y a eu Chypre, et demain, il y aura la Slovénie. Et par conséquent, si vous voulez, je trouve que dans les prévisions que j'ai pu faire sur la manière dont l'Union européenne se déroule, je suis beaucoup plus proche de la réalité que ne le sont ceux qui sont censés être beaucoup plus experts que moi et qui sont en train de mener notre pays et les autres pays d'ailleurs de l'Union européenne dans le mur. Un chiffre, l'Union européenne représente 60% des exportations françaises. Est-ce que vous pensez vraiment que si la France prend la responsabilité historique de casser l'Europe, de casser l'Union européenne, on protégera nos exportations en Europe? Mais bien sûr qu'il y a le rapport. Quel est le rapport? C'est que l'Europe va se reconstruire, l'Europe va se reconstruire avec... Mais non, mais attendez, excusez-moi, mais avant l'Union européenne... C'est grâce à l'Union que nous exportons aujourd'hui. C'est grâce à l'Union? Oui, c'est au sein de l'Union. Ah bon, parce qu'avant, on n'exportait pas. Avant, on faisait quoi? On cassait des pierres, on se chauffait avec du feu de bois, on s'illuminait à la lampe à huile. On faisait quoi avant l'euro et avant la construction très avancée de l'Union européenne? On exportait, et on exportait même beaucoup mieux. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on était en excédent alors qu'aujourd'hui on a un déficit absolument historique. C'est pas dû à l'Europe, vous le savez bien. C'est pas dû à l'Europe, mais qu'est-ce que ça changerait? Moi, les droits de douane que je veux mettre en œuvre, que les choses soient claires, je veux les mettre en œuvre avec des pays... On nous les imposera en retour. Mais non, parce que je veux les mettre en œuvre avec des pays qui créent une concurrence internationale déloyale avec moi, pas avec des pays qui ont à peu près le même niveau économique que le mien. Par conséquent, je ne vais pas mettre des droits de douane avec des pays comme l'Italie. Je vais en mettre en revanche avec des pays comme la Chine. Sauf exception, on ne va pas en mettre avec l'Allemagne, sauf peut-être sur leur production d'élevage de porc, où là,
clairement, je considère qu'il y a une rupture de la concurrence loyale, puisqu'ils vont chercher du personnel qu'ils payent 300 ou 400 euros par mois. Et donc, je considère qu'il y a une rupture de concurrence, il y a une sorte de dumping social. À ce moment-là, chirurgicalement, effectivement, je mettrai en place des droits de douane dans l'intérêt des Français et dans l'intérêt de l'économie française. Hier, le Front National a rendu hommage à Margaret Thatcher. Qu'est-ce que vous admirez chez cette dirigeante ? Et si je n'ai qu'une chose à dire, j'admire profondément la manière dont elle défendait en toutes circonstances son pays. Voilà. Contre l'Europe, là encore. Alors, oui, mais contre tout le monde. Elle défendait les intérêts de son peuple et de son pays. Il se trouve qu'elle était un défenseur de la souveraineté nationale, je le suis aussi, donc ça nous fait un point commun. Bon, il y a un certain nombre d'autres domaines sur lesquels on était très certainement en désaccord. Ah ben oui, on peut vous le rappeler. Oui, non, mais bien sûr, mais ça ne me pose pas de mais problème. Même, vous êtes en contradiction avec vous-même en soutenant Margaret Thatcher. Les privatisations, le chantre du libéralisme, la réduction des aides sociales. Qui a défendu la loi du marché, c'était réglementation financière. Vous dénoncez la mondialisation, alors. Oui, mais cher monsieur, et le libre-échange. Oui, mais moi j'ai un cerveau dans lequel il y a un certain nombre de cellules et j'essaie de ne pas avoir une vision binaire. Ah bon. Vous savez, par exemple, j'ai même été amené à dire que M. Chavez... Il faut tirer le bon tiroir, alors. Non, il faut juste être cohérent. Voilà, et pas être caricatural. J'ai même été amené à dire que je trouvais que Chavez, par exemple, avait fait des bonnes choses lorsqu'il a fait profiter de la manne pétrolière son peuple, au lieu, comme un certain nombre d'autres, de s'enrichir personnellement, lui et ses amis. Bon, j'essaye d'avoir une vision juste des gens, et il faut admettre que Margaret Thatcher défendait son pays, et en cela, elle a un petit côté d'exception aujourd'hui. Très bien. Merci. Merci Andrea, Marine Le Pen. Perrine Tarnaud, continuez à vous parler, à échanger sur tous les sujets, c'est important. Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre pour aborder maintenant l'enjeu des municipales pour vous, puis des européennes également. Vous labourez le terrain des villes, même les plus petites. Dans votre camp, certains, et pas n'importe qui, on va le voir, évoquent des accords localement avec des sortants UMP. Fabrice Cunet. Au Front National, comme à l'UMP, la ligne politique est claire. Toute alliance est exclue. Mais dans la perspective des municipales de 2014, la réalité du terrain pourrait être différente. Il y a 143 communes dans le Var, 153 communes dans le Var. Je ne suis pas du tout sûr que dans certains endroits, la nécessité locale, mais ça sera contingent. Le Var ou encore le Vaucluse, la circonscription de Marion Maréchal Le Pen. Pour elle, les tractations auraient commencé dans certaines communes. Il n'y aura pas d'alliance de partis au niveau national, mais des éventuelles unions de circonstances avec des gens qui nous paraissent sincères, qui ont peut-être derrière eux des bilans tout à fait respectables, et donc dans ce cas-là, avec qui nous pourrons éventuellement nous associer, notamment en Vaucluse, où c'est vrai qu'il y a une grande porosité entre les électorats, où nous sommes proches de la frange, on va dire, très à droite de l'UMP qui est majoritaire, qui donc de ce fait-là pourrait être plus à même, on va dire, à trouver du soutien auprès de nous. La question d'une alliance entre l'UMP et le Front National, c'est un peu l'arlésienne à chaque élection. Mais pour la première fois depuis longtemps, une courte majorité de sympathisants UMP se disent favorables à un tel rapprochement. De quoi ouvrir la boîte à souvenirs. Ça rappelle beaucoup l'atmosphère actuelle à droite, celle des années 1983-84, lorsque progressivement une partie du RPR et de l'UDF de l'époque s'était radicalisée et avait accepté, notamment lors des municipales, de fondre les listes. À l'époque, les sympathisants des partis de la droite classique voyaient dans le Front National beaucoup plus un allié qu'un concurrent. Aujourd'hui, la donne a changé. Les deux formations se disputent le leadership à droite et le Front National se cherche une assise locale. Alors l'UMP a déjà prévenu ses candidats aux municipales de 2014. En cas d'accord, ce sera l'exclusion. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Vos questions, Perrine, à Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Marion Maréchal Le Pen nous dit dans le sujet, donc pas d'alliance nationale avec les partis, mais peut-être des alliances de circonstances possibles au niveau local. Oui, elle a exprimé ça de manière très claire, et pas seulement d'ailleurs avec éventuellement des gens de l'UMP. Il y a aussi... Moi j'ai des discussions aussi, j'ai des discussions avec des gens de diverses droites, il y en a beaucoup, et même il y a des discussions avec des gens de divers gauche. Vous voyez, ça ne devrait pas vous étonner après la partielle de l'Oise. Il y a quand même des gens qui considèrent que la politique menée par le gouvernement ne leur va pas du tout, qui sont des patriotes et qui considèrent que dans le cadre de la gestion municipale, il y a moyen de pouvoir, sur la base d'une charte,
charte, en quelque sorte politique, avec des points essentiels, se mettre d'accord. Mais ça restera l'exception, car quelle est la règle? Dans combien de municipalités, à votre avis, ces alliances de circonstances seraient possibles? Combien de départements? Mais je ne sais pas. Enfin, écoutez, on est à 1 an des Var, du Gard, écoutez, on est à 1 an des Vaucluse. Non, mais on est à 1 an des municipales. Qu'est-ce que je peux venir vous dire comme présidente du Front National? Que l'exception, ce sera ça, que quand même la règle, c'est que nous partirons avec des listes Front National, Rassemblement Bleu Marine. Et que effectivement, nous serons présents dans un très grand nombre de listes. J'espère d'ailleurs dans un score historiquement haut de listes aux municipales, avec l'espérance d'avoir des maires et d'avoir des centaines de conseillers municipaux, parce que c'est ça notre but. Mais Gilbert Collard, lui, il dit qu'il ne faut pas faire élire un socialiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne? C'est-à-dire que, franchement, avec ce qu'ils font actuellement, le moins qu'on puisse dire, c'est que se balader avec l'étiquette socialiste, c'est quand même pas la meilleure des étiquettes. C'est quand même, moi, qu'est-ce que vous mettez dans votre bon. charte pour accepter un désistement vers un sortant UMP, par exemple? Voyez, voilà des choses qu'à mon avis, des élus socialistes n'accepteront pas. On va, par exemple, mettre l'arrêt de l'augmentation des impôts locaux. On va mettre l'arrêt des subventions aux associations communautaristes. Bon, par exemple, voilà des choses qui, à mon avis, vont exactement à l'inverse de la politique qui est menée par le Parti socialiste, mais qui vont aussi à l'inverse de la politique qui est menée par un très grand nombre, hélas, d'élus UMP. Mais si on prend un exemple précis, par exemple, la ville de Marseille, où vous serez sans doute en position d'arbitre, qui vous allez soutenir pour la mairie? Stéphane Ravier, le candidat Front National Rassemblement Bleu Marine. Au risque de faire peut-être basculer la seconde ville de France à gauche? Oh, voyons, c'est trop facile. Ben non, c'est à mon avis, c'est le candidat de l'UMP qui, en se maintenant, va prendre ce risque-là. C'est pas nous. Je veux dire, c'est le processus démocratique. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de démocratie. On considère que le bipartisme est imposé par la loi, qu'il y a l'UMP d'un côté et le PS de l'autre, et que les autres n'ont pas le droit de se présenter. Je veux dire, si les électeurs n'ont plus envie ni de l'UMP ni du PS, il y a quand même des éléments, il y a quand même des raisons. Bon, or, je pense que nous pouvons apparaître comme étant la véritable force d'alternative à un système dont, à mon sens, beaucoup d'électeurs ont fait le tour. Est-ce que vous espérez que le Front républicain contre le Front National se fissure un peu plus, comme on l'a vu lors de la législative partielle dans l'Oise? Il n'existe plus, ce Front républicain. Oui, mais pour autant, votre candidate n'a pas gagné dans l'Oise. Bon, d'accord, elle a fait 48,5, quoi. Ok, elle n'a pas gagné, mais enfin, elle aurait pu. Bon, vous en êtes d'accord. Donc, je veux dire, ce fameux plafond de verre dont tout le monde parlait a sauté. La réalité, c'est que les consignes qui sont données par les appareils ne sont pas suivies par les électeurs. Voilà, les Français, ils ont envie de se déterminer eux-mêmes. Ils n'ont pas envie qu'on leur donne des consignes, et surtout quand ils ne les comprennent pas. Parce que, je veux dire, il y a beaucoup d'électeurs de l'UMP, notamment, qui ne comprennent pas les consignes d'exclusive de l'UMP à notre égard. Ils peuvent très bien considérer qu'on est en désaccord sur l'Europe, par exemple, on a une vision très différente, mais ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de voter pour un socialiste plutôt que pour un candidat Front National. Je veux dire, ça leur paraît ahurissant. Et d'ailleurs, il faut bien le dire que le niveau des explications qui sont données par les responsables de l'UMP ne sont pas très convaincantes. Le mariage pour tous, la discussion se poursuit cette semaine au Sénat. Vous n'avez pas participé aux manifestations contre le projet de loi. Est-ce que ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, vous ne reviendrez pas en arrière sur ce texte? Tout à fait, je reviendrai tout à fait sur ce texte. Vous voyez, c'est à la différence de l'UMP. Moi, peut-être que je parle moins fort, mais que j'agis de manière plus efficace. Je reviendrai sur ce texte, oui. Même si les retours en arrière seront difficiles, à partir du moment où des mariages... Non, mais je reviendrai sur ce texte dans le cadre de l'état de droit, chère madame. C'est-à-dire que ceux qui auront été mariés le resteront, mais qu'il n'y en aura pas d'autres. Nicolas Sarkozy au plus haut chez les sympathisants UMP. 63% le préfèrent comme candidat en 2017 contre tous les autres à droite. Vous aurez donc des risques de le retrouver sur votre chemin en 2017? Je ne le crois pas, non. Parce que... Je ne le crois pas. Il a dit qu'il se déciderait si vous représentez à nouveau un danger en 2017. Ah, mais ce sera avant ou après avoir monté son grand fonds d'investissement avec le Qatar? Il a démenti ça. Ah, il l'a démenti? On verra. Mais vous êtes sûr qu'il ne va pas revenir en politique? Je suis convaincu qu'il ne reviendra pas en politique. Mais Pour quelle raison? Mais je suis convaincu également... Non, pas du tout. Non, mais pourquoi est-ce que d'où tirez-vous cette affirmation? Mais j'en suis convaincu. Je suis désolée. Voilà, j'ai des convictions. Oui, par exemple. Oui, vous savez ça. En politique, c'est important aussi l'intuition. Mais en revanche, je suis convaincu d'une chose, c'est que en laissant penser qu'il va revenir, il ne rend pas service à ses amis, car enfin, si Nicolas Sarkozy apparaît comme un recours, ça veut dire que ni Jean-François Copé ni François Fillon ne sont capables
de susciter une adhésion dans leur propre électorat. Pas autant que Nicolas C'est quand Sarkozy, même pour un l'instant, tout en tout petit cas. peu problématique pour eux quand même. Mais il reste du chemin jusqu'en 2017. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Si tant est que d'ici là, il n'y ait pas une dissolution de l'Assemblée nationale, comme je l'espère, et comme commence à l'évoquer un certain nombre d'analystes politiques. Vous le réclamez avec force, parce que vous êtes sûr d'être ministre forcément après des élections? Non, je la réclame et je l'organise. J'ai d'ailleurs demandé à mes... pas ministre, mais Premier ministre. J'ai demandé à mes services de prévoir l'organisation, effectivement, de législatives anticipées, de prévoir le calendrier que serait celui de notre mouvement politique dans le cas d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Concrètement, ça Avec veut les dire candidats sur le terrain prêts à être... Tout à fait, avec les candidats prêts sur le terrain, avec le travail commencé sur les documents de campagne, sur voilà, l'organisation que nécessitent des législatives, effectivement, organisées dans des temps beaucoup plus rapides que les élections classiques. Et vous vous préparez à la fonction? Oui, bien sûr, mais ça ne date pas d'hier matin, cher monsieur. Ah, oui, oui. Ah, oui. On poursuit sur les questions d'actualité. Sur la consommation de cannabis, le ministre de l'Intérieur veut punir les consommateurs d'une simple contravention. Est-ce que vous considérez que c'est un premier pas vers la dépénalisation du cannabis? Bien sûr. Et je crois surtout que la multiplication des signes de laxisme que donne le ministre de l'Intérieur au moment où explose l'insécurité est très ennuyeuse parce qu'elle est entendue évidemment comme un signal d'impunité par les délinquants. Donc le meilleur moyen, si vous voulez, de lutter contre le trafic de drogue, c'est de lutter contre le trafic de drogue du haut des réseaux jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'aux consommateurs. Mais il faut bien dire que les résultats de M. Valls sont pitoyables et donc qu'il met la population française dans une situation inquiétante lorsque l'on voit l'explosion du nombre de cambriolages, lorsque l'on voit l'explosion du nombre délits commis par ces réseaux mafieux nomades. Plus 60% en Ile-de-France par rapport au mois de février de l'année dernière, pour le mois de février 2013. Dans des villes moyennes de province, il y a des explosions de 60 à 80% des cambriolages. Rien ne semble être mis en œuvre pour lutter contre cette délinquance nomade, contre ces réseaux mafieux. Et c'est évidemment très inquiétant pour la population. Sur les Roms à Lyon, le préfet du Rhône a été condamné à reloger 10 familles de Roms, faute de leur avoir proposé des solutions d'accueil convenables. Alors pour l'instant, le préfet n'a pas donné suite à cette décision du tribunal administratif. Vous comprenez qu'il traîne les pieds ? Je trouve cette décision absolument scandaleuse et j'espère qu'elle aura le plus large écho dans la population française pour que les Français s'aperçoivent qu'aujourd'hui, la loi oblige à reloger des gens qui, pour l'immense majorité d'entre eux, sont en situation parfaitement illégale sur notre territoire, n'ont rien à y faire. C'est l'Église qui les accueille, c'est des paroisses qui les recueillent. C'est très bien, parfait. Comme ça, au moins, ils peuvent mettre les actes de charité à la suite des déclarations de charité. Et que les Français ne soient pas prioritaires dans l'accès au logement dans leur propre pays m'apparaît délirant. C'est surtout très inquiétant pour l'avenir, car si on commence à faire ça, lorsque la Bulgarie et la Roumanie verront Schengen autoriser les Roms de Roumanie, les Roms de Bulgarie et d'autres pays de l'Est pouvoir venir s'installer et avoir la certitude d'être prioritaires dans l'accès au logement offert par les pouvoirs publics, eh bien, très honnêtement, je souhaite bien du plaisir aux différents préfets des différents départements. Dernier point, voilà, pour vous faire réagir une dernière fois, Marine Le Pen. J'ai lu une interview de Roland Quérol, célèbre politologue, qui dit que la moitié de vos électeurs, en fait, ne souhaitent pas vous voir arriver aux affaires. Ah bon, il tire ça d'où c'est un nombre de sondages. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça vous interpelle sur la crédibilité des solutions que vous apportez? Pas du tout. Non. Je ne crois pas du tout à ce type d'analyse. Je pense que le vote français est devenu un vote d'adhésion, si tant est qu'il ait été exclusivement un vote de protestation, ce qui n'est absolument pas sûr. Et je prends les Français je crois les Français tout de même intelligents, et par conséquent, s'ils votent pour quelqu'un, c'est a priori qu'ils veulent voir appliquer, évidemment, ses idées. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation, Marine Le Pen. Merci, Perrine. Merci. Bonsoir à tous et à très vite.